Rebonjour à tout le monde. Je vais vous parler d'un projet qui est en cours, qui se déroule autour des contes populaires français. C'est un projet qui est porté par le laboratoire d'anthropologie sociale. Nous sommes soutenus par le consortium Cahiers et qui se fait en collaboration aussi avec le LIMSI, notamment sur tous les aspects traitement automatique des langues. Et puis il y a une collaboration qui n'est pas encore effective, mais j'espère très très vite elle va vraiment l'être avec le Centre d'anthropologie sociale de Toulouse. Ce projet est centré donc sur un catalogue de contes populaires français qui est en fait à la fois un recueil de contes, à la fois le fruit d'un travail extrêmement laborieux de la part notamment de Georges Delarue et Marie-Louise Ténez, d'analyse de ces contes, de classification en fonction de classifications classiques du domaine, dont la classification Arnay-Thompson, mais aussi en fonction de classifications secondaires, et un travail vraiment minutieux et très très important de références bibliographiques pour retrouver pour chaque conte type, je vais vous décrire après, je vais vous définir ce que c'est, mais l'ensemble des versions de ce même conte et dans quel recueil, dans quel ouvrage on peut trouver ces versions de contes. Donc c'est vraiment un travail impressionnant qui se déroule depuis, qui est publié depuis 1957 et dont les 4 premiers tomes ne sont plus édités, la maison d'édition n'existe plus et on ne trouve quasiment plus les ouvrages, donc ils sont dans un danger très très important et pourtant ils sont utilisés tant par des anthropologues, des personnes intéressées notamment par la littérature orale, que par des psychologues, des conteurs, des bibliothèques, etc. etc. Notre objectif, c'est donc d'abord la pérennisation, mettre à disposition ces ouvrages patrimoniaux, mais aussi mettre en valeur les informations qui sont contenues dans ces ouvrages. Il faut le voir un peu comme une encyclopédie, ce n'est pas du contenu à la ligne, c'est vraiment semi-structuré, et mettre en contexte bien sûr tous ces contenus. Et puis d'autre part, notre démarche n'est pas la première, notamment en Europe, aux Pays-Bas. Il y a une démarche équivalente avec des contes hollandais et maintenant aussi ils référencent des contes français, mais des contes en anglais, des contes en allemand, etc. Donc un objectif secondaire, ce serait de pouvoir se connecter avec eux. On a de la chance, ils ont fait leur plateforme Someka. Voilà, et puis pourquoi pas aussi faire vraiment du site ce que moi j'appelle un peu pompeusement un outil pour la science, mais surtout de permettre et de rendre possible des recherches comparatives sur les différents contes, pouvoir les comparer entre eux, pouvoir les analyser et pouvoir voir quels sont les points communs, parce que les contes c'est vraiment très révélateur de la culture d'un pays, d'une région, etc. Donc, dans ma présentation, finalement, je ne vais pas tant parler d'Omeka que ça, même si c'est l'objectif final. Mais vous allez voir que j'ai une approche au cours de laquelle Omeka arrive vraiment à la fin. Et je vais vous parler de toutes les étapes qui sont ici sur ce qui va servir de plan de la présentation. Donc, de l'ouvrage papier en bleu jusqu'à Omeka, en passant par en faire un PDF, l'OCRiser ou le transcrire, à voir, etc., etc. et le structurer. Alors, je vous en dis un tout petit peu plus sur ces ouvrages. Le présent projet ne s'attache qu'aux 4 premiers tomes, les autres étant beaucoup moins en péril. Ils ont été édités par d'autres éditions que Maisonneuve et La Rose, et notamment, en fait, ils sont édité et pris en charge par le Centre d'anthropologie sociale de Toulouse. À quoi ressemble, alors, mis à part l'introduction, les sommaires et toutes ces parties qui sont annexes au contenu, même si elles sont extrêmement importantes, chaque chapitre de l'ouvrage correspond à un conte type selon la classification du domaine Arnay-Thompson. Donc vous le lisez ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire, conte type 402. En dessous, on a le titre du conte type qui a été traduit en français puisqu'en fait la classification est à la base écrite en anglais.
Le petit paragraphe en dessous, ça correspond à d'autres classifications dans d'autres, chez Grimm, chez Basile, chez Straparola, etc. Et puis en dessous, on a éventuellement une version de ce conte type. On peut en avoir plusieurs. On peut avoir une version abrégée ou complète. Et puis on a des informations sur celle-ci, des métadonnées sur cette version de conte, ce conte en lui-même. L'origine géographique, le titre, etc. La provenance, quelle est la personne qui a collecté, recueilli ce conte. Et puis, on a aussi tout un travail extrêmement minutieux et précieux d'analyse des éléments du conte en eux-mêmes. Quels sont les différents épisodes, quels sont les moments clés, quels sont les personnages. Est-ce que la princesse, dans ce conte-là, elle est empoisonnée ou est-ce qu'au contraire, c'est elle qui va empoisonner quelqu'un, etc., etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Je vous parlais de références bibliographiques, il peut y en avoir vraiment énormément. Ce sont des liens vers d'autres ouvrages, qui sont d'ailleurs parfois numérisés, notamment sur Gallica, etc., mais qui contiennent d'autres versions du conte type en question. Je vous ai présenté les ouvrages. La première étape, en toute logique, c'est de les numériser. Pour ce faire, il faut évidemment disposer des ouvrages. C'est notre cas, on en dispose à la bibliothèque de notre laboratoire. Et il faut obtenir les accords de cession de droit des auteurs et dans notre cas aussi des ayants droit, Georges Delarue étant décédé. On les a obtenus, ou presque. Enfin, ça se finit bien l'histoire, mais ça c'est juste pour faire un petit retour d'expérience parce que c'est aussi le thème de la journée, même si ce n'est pas un retour d'expérience direct sur Omeka. Notre premier contrat, on avait spécifié, a posteriori, je dirais bêtement, que on accordait, enfin les auteurs nous accordaient les droits de diffusion, etc., etc., dans le cadre d'un projet financé par la BSN 5. Pas de bol, on n'a pas eu le financement. On a dû faire un avenant pour préciser que peu importe d'où venaient les fonds, ils nous donnaient quand même le droit de numériser les ouvrages et d'en faire quelque chose. Bon, contacter les auteurs, les prévenir, obtenir un courrier de leur part, refaire un tour de signature, c'est fait, pensez-y, soyez le plus large possible. Une fois ceci fait, il n'y a plus qu'à scanner. Presque. Parce que scanner... Ici, c'est un exemple de quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. En réalité, il existe une version pirate. Certains des ouvrages ont été scannés de façon non autorisée. Ça a été déposé sur un forum de compteurs. Ça a été téléchargé plus de 140 fois dans la même journée, enfin en 3 jours, je crois. Je pense que c'est un truc qui intéresse les gens. C'est un peu comme la journée aujourd'hui. Voilà, ceci dit, le résultat, il n'est pas génial. Je vous ai fait un zoom, mais enfin, on voit bien qu'il y a la courbure des pages, etc. Bon, moi, je me suis dit, je vais faire mieux quand même. Oui, bon, je suis un peu de travers, j'ai un fond, j'ai le cadre qui n'est pas bien. Je me suis fait prêter un scanner. Il est pas mal, hein. Il a l'air bien comme ça, il gère l'ouverture. C'est des ouvrages qui commencent, nos versions, là, ceux qu'on a à la bibliothèque commencent à être très abîmés, hein, donc on me les prête, mais je dois y faire très attention. Je ne peux pas les ouvrir complètement, donc il y a des scanners qui savent gérer ça, etc. Ouais, bon, ça m'a donné des vagues, j'ai fait plein de tests. J'ai vraiment fait plein de tests. Là, j'étais avec une plaque pour essayer d'aplatir les pages, etc. Et puis en fait, même comme ça, ça ne collait pas. J'ai pas réussi. Hein. J'ai passé 3 jours entiers à tester plein de trucs. Voilà. Bon, alors qu'un pro, apparemment, il est capable de faire ça. Ça, c'est une deuxième version pirate. Et si je zoome, c'est pas mal. Hein. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est ça. Dans 2 jours, je dois déposer une demande de financement pour ça. Voilà. Bon. Ceci dit, j'ai quand même obtenu un extrait sur le tome 2 de numérisation qui sont corrects et qui ressemblent vraiment à cette qualité-là. J'aimerais, voilà, je l'ai déjà dit, je le répète, pouvoir financer le reste. Une fois ceci fait, de mon côté, je suis
alors, je suis allée fouiller un peu du côté de Scripto ou de choses de transcription en ligne, mais venant du domaine du traitement automatique des langues, mon premier réflexe a été quand même de tester des outils d'OCRisation. On a, il y a en 2014, publié un article avec 2 collègues du LIMSI pour comparer différents outils d'OCRisation. Depuis, on en a testé aussi 2 autres, dont Abi, que vous devez certainement connaître. D'après nos tests, celui qui est le plus efficace sur ce matériel, sachant qu'on a de l'italique, sachant qu'on a du français patois, de l'ancien français, etc., c'était Tesseract. Il est performant, il est gratuit et il est utilisable en ligne de commande. Alors si ça fait peur à pas mal d'entre vous, pour moi c'est un avantage certain, c'est que ce que je fais sur le tome 2, je vais pouvoir le répéter de façon assez automatique ou avec peu d'adaptation sur les autres tomes. Donc ça m'intéresse. D'où le choix de Tesseract. Et puis voilà un exemple de ce que ça donne. Donc, si vous lisez la 2e ligne, je ne suis pas du tout capable de le lire avec l'accent. Je ne sais pas d'ailleurs de quelle région ça vient, mais ça ressemble à une journée, le pêcheur et son petit gars pêchaient sur le bord de l'étang, avec des apostrophes, etc. Bon, ce n'est pas du français habituel. Et il ne marche pas super bien. J'aurais pu mettre les erreurs en valeur, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai une base. Bon. Ça ne fait pas tout, ça fait des choses. Là, j'ai un autre exemple avec les titres. Tiens, j'ai coupé compte type 400. Vous voyez par exemple que dans mon petit paragraphe, AA.th, il me l'a transformé en A2.th. Bon, il fait des erreurs, ce n'est pas parfait du tout. Mais il y a des corrections qui peuvent être... il y a des erreurs qui sont toujours les mêmes. Et ça fait quand même une base, une transcription qui est déjà un peu commencée. Et là aussi, on a fait des tests pour voir qu'est-ce qui était le plus rapide, partir de 0, partir de ce genre de truc. Et a priori, c'est plutôt partir de ce genre de truc qui serait plus efficace. Bon, une fois ceci fait, supposons même qu'on travaille avec des résultats d'OCR qui ne sont pas corrigés. L'étape suivante a été de structurer les contenus. Et structurer, d'abord, ça a été les structurer vraiment en fonction des ouvrages. On n'a pas du tout pensé à le structurer pour Omeka, mais simplement révéler la structure de l'ouvrage. L'ouvrage, il est fait à partir d'une page de garde, un ensemble de pages avec l'introduction, avec différents chapitres, et dans chaque chapitre, il y a des informations précises, etc. Pour ça, alors, on a structuré les choses en XML, un XML donc avec une des maisons, parce qu'elle reflète exactement le contenu et la structuration de l'ouvrage. Et voilà, là aussi on est passé par des scripts, mais toujours dans l'optique que tiens, on pourra le remettre en place pour les autres tomes, les autres volumes. Et l'idée c'est d'avoir un ou un ensemble de scripts qui vont du PDF, enfin j'ai mis du PDF parce que il y a Tesseract qui est dedans, mais enfin au moins de la sortie de l'OCR jusqu'au XML. Ces scripts, ils définissent en fait tout un ensemble d'opérations qui permettent de structurer le contenu, par exemple le repérage des pieds de page, des entêtes de page, le repérage des titres, des sections, etc. À la fois, ils ont été utilisés pour découper le contenu, à la fois, on les a aussi utilisés pour faire quelques corrections d'anomalies un peu classiques, par exemple, parce qu'on arrive à repérer les numéros de page. Si je passe directement de la page 12 à la page 14, et qu'entre les deux, j'ai quelque chose qui doit être un numéro de page, mais il y a écrit I3, je suppose qu'en fait, ce I3, c'est 13. Par exemple. Donc on est passé par ce genre d'opération-là, et toutes les opérations sont listées dans nos scripts, ce qui permet de voir exactement, même si c'est une opération qui finalement a été déterminée de façon manuelle, ça me permet aussi, moi, d'avoir un vrai listing de toutes les opérations qui ont été nécessaires, du coût et des défauts de mon OCR, etc.
Donc ça donne, alors là évidemment c'est un tout petit extrait, hein, mais ça donne ce genre de choses où j'ai un compte avec le type du compte, le titre, l'introduction. Vous voyez que ici, c'est trop haut, mais enfin, j'ai la première page, la dernière page de cette version de compte, etc., etc. Donc on a essayé vraiment de mettre le plus d'informations possible. Ce n'est pas encore fait sur l'intégralité des contenus du compte. C'est fait notamment sur les versions de compte, mais pas sur les éléments du compte, c'est-à-dire, vous savez, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui liste tous les épisodes et événements spécifiques, l'analyse du contenu des comptes en eux-mêmes. Voilà, alors ça c'est fait. Je ne sais pas si je suis bien. Bon. Alors là, on commence à penser à Omeka. On commence à penser à Omeka parce qu'à partir de ce XML, l'étape suivante, c'est d'en faire un CSV. Et ce CSV va être utilisé grâce au plugin CSV Import pour nourrir Omeka. Alors, pour créer ce CSV, ce qu'il faut, c'est faire un mapping entre les informations de notre XML, les informations de l'ouvrage, et puis les champs ou les types d'objets qui sont présents dans Omeka. C'est-à-dire, mes chapitres, c'est quoi? Mes comptes types. Est-ce que c'est une métadonnée de quelque chose? Est-ce que c'est un type d'item spécifique, etc. Donc ça a été des discussions, beaucoup avec des chercheurs du laboratoire qui connaissent très bien ce matériel, mais aussi dans nos ateliers Omeka, de présenter, voilà, est-ce que je fais plutôt un item de type compte type, et qu'est-ce que je fais de mes versions de compte, est-ce que c'est aussi des types d'items, ou est-ce que c'est des collections, enfin voilà. Donc il y a vraiment eu toutes ces questions-là de structuration pour Omeka qui se sont posées. La conclusion actuelle, sur laquelle je pourrais revenir, puisque tous mes scripts sont automatiques, ça me demandera juste de changer un truc et de recliquer sur lancer. Mais actuellement, une collection, c'est un tome. Les chapitres qui représentent des comptes types sont des items de type compte type, et chaque version de compte sont aussi des types d'items spécifiques. Et pour faire le lien entre une version de compte et son compte type, c'est-à-dire le chapitre dans lequel cette version de compte apparaît, on utilise le plugin Item Relation. Je vous indique aussi, voilà, et puis après, toutes les informations supplémentaires qui sont indiquées dans l'ouvrage, la provenance géographique, les numéros de page de l'ouvrage, après tout, pourquoi pas, les classes Harney-Thompson, etc., sont des métadonnées. Soit du Blind Core, soit du type d'item spécifique. Et actuellement, le choix qu'on a fait pour l'introduction, les suppléments, le préambule, etc., c'est d'intégrer ça dans des simple pages, même si pour l'instant, ce n'est pas du tout visible en ligne. C'est du moins comme ça qu'on a modélisé les choses. On produit donc un CSV qui peut ressembler à ça. Enfin, là, j'ai inversé les colonnes pour plus de lisibilité, mais voilà, le title du Blind Core, c'est avec le royaume des Valdar. La collection, c'est le conte populaire français, tome 2e, etc., etc. Et voilà, il n'y a plus qu'à importer. Presque. Je crée mes comptes types spécifiques. Et puis... Et j'importe à partir de CSV Import. C'est un grand avantage dans la démarche dans laquelle on se place, c'est que CSV Import permet d'annuler des importations. Ça veut dire que si je me suis rendu compte que j'avais une petite erreur, j'annule mon importation et puis j'en fais une nouvelle et voilà. Et puis voilà. Alors je dis et c'est tout. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'après il y a des aspects de thème, de mise en page. On a vu sur les différents exemples qui ont été présentés pendant toute la journée que c'est vraiment très important d'avoir une interface à soi qui correspond au type de contenu qu'on est en train de mettre. Pour l'instant, c'en est vraiment aux bribes. C'est-à-dire la page d'accueil, elle est jolie, mais alors tout le reste, c'est brut. C'est comme ça. CSV Import me permet aussi d'importer directement les fichiers. Alors tout à l'heure, on parlait de problèmes avec Dropbox. Moi, je ne suis pas passée par Dropbox.
je suis passée par CSV import qui permet de dire, voilà, le fichier il est à tel endroit, je l'importe, hop, c'est fait. Ça, c'est très pratique. Voilà, ça me met directement mes items dans la bonne collection. Voilà, ça peut faire tout un tas de trucs. Donc ça, c'était juste un exemple de compte type et là, un exemple de version de compte. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas énormément d'intérêt pour l'instant. Ça lise juste les métadonnées telles qu'elles sont. Et ça, c'est les thèmes de base d'Omeka, qui a encore pas mal de travail à faire de ce point de vue-là. Pour parler un peu plus technique sur Omeka, les plugins qu'on utilise actuellement sont donc CSV Import, ça j'en ai parlé. L'OAI PMH Repository, ça c'est aussi dans l'optique de pouvoir se connecter avec notamment l'autre base Omeka qui existe aux Pays-Bas. On utilise Geolocation pour pouvoir localiser les comptes et leur provenance géographique. Ça donne vraiment une autre visualisation des données et des corpus. Et par exemple, on imagine ce site comme utilisé pas que par des chercheurs, mais aussi par exemple des compteurs qui veulent faire une séance de compte autour d'un thème spécifique. Ce thème, ça peut être le nom d'un personnage. Ben là, ils peuvent rechercher en plein texte grâce au résultat OCR qui n'est pas encore parfait, mais enfin voilà. Mais ils peuvent aussi sélectionner une zone géographique à partir du moment où les comptes sont positionnés sur une carte. On s'est intéressé au plugin Scripto et pour l'instant, ce n'est pas mis en place, même si des tests ont été faits, notamment parce que dans notre cas, il faudrait nourrir le MediaWiki avec des contenus préexistants, c'est-à-dire les sorties de l'OCR. En réalité, ça fonctionne très bien avec l'API d'Omeka, et ça offre une certaine souplesse. La question qu'on se pose, c'est est-ce que vraiment on va trouver des gens qui sont d'accord pour transcrire des comptes, enfin voilà. Donc c'est pas encore en place, mais c'est quelque chose qui va être en place, sachant qu'il y a quand même aussi pas mal de corrections d'OCR qui ont déjà été faites par une collègue, Anne-Laure Ligoza, qui a passé pas mal de temps à faire des corrections manuelles. Voilà. Un autre plugin qu'on utilise, c'est le plugin Switch Language, qui est en fait un plugin que j'ai développé il y a, je sais pas, 2 minutes. Il y a 2 mois, 3 mois, je ne sais plus, qui permet d'ajouter, j'aurais pu vous faire un imprimé écran de ça, mais d'ajouter en haut à droite un petit menu déroulant ou des drapeaux sur lesquels on clique pour passer Omeka dans différentes langues, en français, en anglais, en espagnol, etc. Donc Omeka gère actuellement une bonne trentaine de langues. Mais quand on l'installe, on choisit une langue et on ne peut pas la modifier à moins d'aller sur le serveur, modifier à la main le fichier plugin.ini, enfin voilà, un truc qui ne parle pas du tout et qui ne s'adapte pas à l'internaute. Là, dans ce cas-là, donc le plugin permet simplement, moi, je suis espagnol, je clique sur espagnol, etc. Et l'administrateur a une interface qui permet de sélectionner la langue par défaut et les langues qui vont être rendues disponibles. Ça ne traduit absolument pas tout, ça ne traduit que ce que Omeka a prévu de traduire. Par exemple, parcourir les contenus, ça va être traduit. En revanche, ce que j'ai mis à l'intérieur de ma métadonnée, la valeur de ma métadonnée, elle n'est pas traduite. Voilà. Parce qu'on parle de plugins développés, il y en a un autre suite à une question justement sur la liste de diffusion Humanum qui a été aussi très récemment créée, que j'ai appelé More Metadata for Collection, qui permet d'ajouter des métadonnées aux collections, ce qui n'était pas le cas actuellement. Celui-là, il n'a pas encore été testé, donc je ne garantis rien. Et après, je sais qu'une question que je vais vraiment me poser actuellement, c'est la question de l'export. Enfin actuellement, très vite, c'est la question de l'export, notamment des exports personnalisés qui peuvent être par exemple en XML, parce que les contenus de notre site, on a envie de les enrichir
notamment avec de la reconnaissance d'entités nommées, avec par exemple essayer de gérer les noms de lieux d'une autre façon pour observer les parcours des personnages au cours des contes, etc. Et tout ça, ce ne sont pas des choses qui vont être faites directement sur Omeka, mais qui vont être faites par des collègues dans des laboratoires d'informatique, etc., par des collègues qui font du traitement automatique des langues et qui ont besoin d'autre chose que d'Omeka pour interagir. Voilà, et puis un thème personnalisé, j'en ai déjà parlé. Voilà, pour conclure, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais à noter, voilà, on n'utilise pas du tout Omeka pour entrer des données à la main. Et on a une approche itérative à chaque fois que j'améliore un truc dans le script ou je permets d'analyser un peu mieux les contenus. Je les retire du site, je fais tourner mon script, je réimporte et voilà. Et donc j'améliore en bloc l'ensemble des contenus. Voilà, et puis pas mal de choses à faire pour la suite, mieux structurer, éventuellement penser à du TEI, XML, etc., etc. Voilà. Merci. Bonjour, Gérald Cambellec du laboratoire d'ICEN et de l'Institut national des techniques de la documentation. J'ai eu un petit moment de flottement, je n'ai pas très bien compris comment vous arriviez à passer du PDF vers le... c'est le XML d'abord, et pourquoi? Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne pouvez pas passer directement, si vous pouvez structurer en XML, pourquoi vous ne passez pas directement en CSV? Alors, parce que le CSV, pour moi, c'est déjà une adaptation à Omeka. C'est déjà pensé à quel va être le site dans lequel je mets les choses. C'est beaucoup moins souple et beaucoup moins riche qu'un XML qui permet d'encastrer des informations les unes dans les autres. Dans mon XML, je peux aussi préciser les numéros de page, je peux aussi tout positionner. C'est une structure arborescente qui est capable de refléter exactement le contenu de mon ouvrage. Donc c'est un bon format intermédiaire. C'est aussi un format que je peux transmettre à d'autres. J'ai rien contre ça. C'est comme si j'avais une version XML de mon livre. Après tout, pourquoi pas. Ça veut dire aussi que je peux éventuellement l'utiliser pour une autre application qu'Omeka. Mais surtout, d'un point de vue technique informatique, c'est très souple de le manipuler. De me dire, dans ces balises-là, j'ai les éléments du compte et je n'y ai pas encore touché, je garde ça pour la prochaine fois. Puis un jour, je vais dire, allez, je m'attaque au contenu de cette balise et je vais la structurer encore plus finement. Voilà, donc c'est un peu plus cette démarche-là. Et pour moi, le CSV, son seul intérêt, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu besoin de ça, si ce n'était pas la méthode la plus pratique pour importer sous Omeka. D'accord, donc c'était une volonté de bien faire dès le départ et à la limite pour vous c'est une régression de repasser sur le CSV, c'est uniquement en fait pour intégrer dans Omeka. Oui. Régression, je ne sais pas, mais en tout cas c'est uniquement pour... Mais ça amène la réflexion de la modélisation pour Omeka, quand même, importante. Bonjour, Carmen Brando, ingénieur HESS. Je voudrais savoir, je vois que tu envisages le passage au TEI. Donc, j'ai vu que tu as un XML, j'imagine, chez ma maison, et tu vas passer au TEI. Est-ce que tu as envisagé quel est le coût d'implémentation d'un plugin sur Omeka pour importer directement le TEI sans devoir passer par le CSV? J'imagine que bon, le CSV, c'est pratique parce que c'est déjà fait, parce qu'il y a justement, on peut annuler une édition et toutes ces choses-là. Mais bon, peut-être si tu as regardé, est-ce que c'est faisable? Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens qui ont des contenus en TEI. Merci. Alors, en fait, le TEI, si je l'envisage, c'est parce que c'est vraiment un enrichissement qui est très important et qui permettrait aussi de connecter les données à d'autres données. Quand tout à l'heure, je parlais de noms de lieux fictifs, c'est vrai qu'en TEI, si je les encode en TEI, je peux me connecter à des bases de données de lieux fictifs, etc. et avoir des connexions comme ça, et c'est un vrai enrichissement. Mais actuellement, j'avoue que je ne suis pas allée plus loin que ça. Donc, je ne sais pas comment l'import TEI est possible ou pas. Il y a peut-être déjà un plugin qui existe. Je vois un nom là-bas. Il existait, il existait, il a été suspendu. Voilà. C'était pour l'import ou l'export? C'était TU Display, c'est ça?
je ne sais pas exactement quel était son nom. En tout cas, nous, on a cherché avec la même problématique que la vôtre, on en est arrivé aux mêmes conclusions que vous, c'est-à-dire on a un XML qu'on transforme également en CSV uniquement pour aller vers Omeka. Et on avait vraiment cherché à voir s'il y avait la possibilité de passer directement d'un fichier enrichi XML par la TEI vers Omeka. Et ça n'existait pas. Enfin, ça existait, ils l'ont arrêté. Alors, présente-toi juste, Michel. Ah, Michel Brunet. Je suis professeur à Lyon 2. Alors, c'est pas exactement que c'était arrêté. C'était un plugin qui était fait pour Omeka 1, Oui. sauf qu'ils ne l'ont pas fait pour Omeka 2 parce que visiblement il n'y avait pas assez de demandes. Voilà. Non. Donc en intervention. Il y aura peut-être un nouveau plugin qui va naître l'année prochaine, on ne sait pas. Bon, il faut aller voir aussi, je crois qu'il y a une tentative du côté du Manum avec Frédéric Glorieux qui doit développer un plugin pour importer ou exporter de la TEI, mais on n'a toujours pas le résultat final. Alors, je me présente puisqu'on me demande de le faire. Donc, Thomas Le Barbet, consortium cahier, on dira pour aujourd'hui. Tu passes par un lourd processus, numérisation, OCRisation. Ce que tu n'as pas mis dans la boucle, c'est combien ça te coûte de correction de l'OCRisation, coût en développement, coût en correction manuelle, etc. Est-ce que tu as fait une estimation de ça par rapport à, par exemple, utiliser l'interface qui nous a été présentée juste avant pour faire la transcription directe? Parce que sur certains cas, on s'aperçoit que OCRiser pour tout refaire à la main derrière, c'est plus rapide de taper à la ligne. Alors, le coût de l'OCRisation, c'est 0. C'est... Voilà. Hein, j'appuie sur un bouton, je lance, j'attends 2 heures, je vais manger, enfin voilà. Le coût de la correction de l'OCRisation par rapport à une transcription intégrale depuis... ou une correction manuelle, c'est ça? Une correction manuelle versus une correction de l'OCR automatique? Y compris, non, une correction manuelle de ce qui est OCRisé, y compris les corrections de choses qu'il ne comprend pas parce que c'est une langue à laquelle il n'est pas adapté, par rapport au fait de taper à la main dans une interface assez simple. En fait, des corrections d'OCR, j'en fais très peu pour l'instant. Je fais que certains trucs qui me semblent automatiques ou faciles, ou en passant, je me dis oui, là quand même, voilà. Mais je réponds vite. Pour l'instant, j'ai pas de chiffres à te donner et ça m'embête. Mais je sais que c'est plus rapide. Je crois pas que je sais que c'est vraiment plus rapide de se baser sur la correction de l'OCR que sur du rien du tout. Et notamment, je pense que ça permet... Il y a une personne derrière qui a fait des tests et qui est capable d'en parler mieux que moi. Mais je pense notamment que ça permet d'avoir un résultat meilleur, de partir d'un résultat d'OCR. Moi, pour répondre un peu à ta question... C'est Anne-Laure Ligoza du LIMSI. Ouais, j'avais fait quelques comparaisons en fait, du temps que je mettais effectivement à faire la retranscription complète ou à correction du résultat OCR. Et je vais au minimum 10 fois plus vite à faire la correction de l'OCR que de retaper. Donc, rien à voir au niveau temps.